Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la rubrique Comment ça marche de notre chaîne Artificial Brain. Le 17 août 2024, le Sénégal a lancé son tout premier satellite qui s'appelle Gandesat 1 avec pour principale mission la collecte d'informations pour la gestion des ressources en eau du Sénégal. Avec ce lancement, le Sénégal rejoint une liste de 17 pays en Afrique qui ont déjà entamé leur conquête spatiale. Pour ceux qui sont curieux, dans cette liste-là, on va retrouver des pays tels que l'Algérie, le Maroc, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, l'Éthiopie. Je ne vais pas citer tous les pays qui se trouvent dans cette liste, mais force est de constater que notre cher et beau pays, le Cameroun, n'en fait pas partie. L'objectif de cette vidéo est donc de montrer quelles sont les techniques et les technologies qui sont utilisées pour lancer des satellites dans l'espace, et également de démontrer comment des pays qui n'ont pas d'infrastructure spatiale peuvent eux aussi se lancer à la conquête de l'espace. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons tout d'abord ce qu'est un satellite tel que Gandesat 1. Il s'agit d'un appareil qui va être envoyé dans l'espace à l'aide d'une fusée et qui va se mettre à tourner autour de la Terre. Généralement, il va accomplir des missions telles que l'observation de la Terre, assurer les télécommunications ou encore aider à faire des expériences scientifiques. Si vous avez déjà utilisé la navigation par GPS ou encore écouté des prévisions météo, là, ce sont parfois des informations qui sont transmises grâce aux satellites qui permettent de faire cela. On peut également noter l'accès à la télévision par satellite TNT. Et pour ceux qui ont déjà utilisé le réseau Starlink, il faut savoir que c'est une constellation de satellites qui permet d'avoir accès à Internet dans des zones rurales. Afin de mener à bien ces missions, un satellite va donc être constitué des parties suivantes. D'un bus ou encore une plateforme qui est une sorte de structure dans laquelle vont être entreposés tous les éléments qui contiennent un satellite. On va ensuite avoir des panneaux solaires qui vont être là pour transformer la lumière du soleil en électricité, et cette électricité va être soit directement utilisée par le satellite ou être stockée dans des batteries afin que le satellite l'utilise lorsque celui-ci sera dans l'ombre de la Terre et ne recevra plus de lumière du soleil. On va également avoir un système d'orientation qui est généralement constitué de petits moteurs ou de gyroscopes qui vont être là pour orienter le satellite et l'aider à corriger sa trajectoire ou son orientation par rapport à la Terre. On va également avoir la charge utile qui est la partie du satellite qui effectue la mission pour laquelle le satellite a été envoyé dans l'espace. Ça peut être par exemple des capteurs météorologiques, une caméra pour l'observation de la Terre ou encore des instruments scientifiques. On peut aussi compter des systèmes de régulation de température, car le satellite étant dans l'espace, il est dans une zone où les températures varient entre moins 150 degrés, c'est-à-dire un froid extrême, et 150 degrés, c'est-à-dire une chaleur extrême. On va aussi avoir, par exemple, un ordinateur de bord qui va être là pour effectuer tous les calculs dont le satellite aura besoin au cours de sa mission. Maintenant que nous avons vu quelles sont les missions d'un satellite et quelles sont les différentes parties qui le composent, il est temps pour nous d'entrer dans le vif du sujet et de parler des méthodes qui permettent de le lancer dans l'espace. Une notion qui est fondamentale pour comprendre comment se passent les lancements de satellites est celle du principe du canon de Newton. Rassurez-vous, on ne va pas faire de mathématiques, mais on va juste utiliser le principe du canon de Newton pour vous faire comprendre la science qui est cachée derrière le lancement de satellites. Newton est donc un scientifique anglais du XVIIe ou XVIIIe siècle qui a imaginé que un canon pouvait être entreposé très haut dans l'atmosphère et allait tirer un boulet en lui donnant une vitesse horizontale. Le boulet va être attiré par la Terre, mais en fonction de sa vitesse, il ne va pas parcourir la même distance. S'il est par exemple tiré avec une vitesse faible, du fait de la gravité qui l'attire, il va retomber après avoir parcouru une faible distance. Si sa vitesse est un tout petit peu plus grande, il va parcourir une distance encore plus grande que la précédente, mais va toujours finir par retomber au sol à cause de la gravité. Et si sa vitesse est assez grande jusqu'à atteindre une vitesse critique, le boulet de canon va toujours être attiré par la gravité terrestre, mais du fait de sa vitesse, il va adopter une trajectoire qui sera semblable à la courbure de la Terre.
Il sera donc en chute libre par rapport à la Terre, mais va garder toujours une altitude constante. On va donc dire qu'il est en orbite. Il y a un quatrième cas où le boulet a une vitesse qui est très grande. Et là, cette vitesse-là va donc lui permettre d'échapper à la gravité terrestre et il va dériver dans l'espace. Une question qu'on peut se poser après avoir écouté le principe du canot de Newton est de savoir comment est-ce que ce principe est utilisé pour lancer des satellites dans l'espace. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la fusée va jouer le rôle du canon, tandis que le satellite, lui, va jouer le rôle du boulet de canon. La fusée, donc, va donc aller dans l'espace et une fois qu'il sera hors de l'atmosphère terrestre, va donner une vitesse horizontale au satellite. Et une fois que le satellite aura atteint une vitesse orbitale spécifique, celui-ci aura donc une vitesse horizontale assez élevée pour rester en chute libre, mais sans jamais toucher le sol. En espérant que vous avez compris à peu près le principe du canon de Newton, nous allons maintenant voir les phases de lancement d'un satellite à proprement parler. Elle va commencer par une phase de préparation au sol. Cette phase comprend l'assemblage et l'intégration de l'ensemble des pièces qui composent le satellite. Cela se fait généralement dans une salle blanche pour éviter toute contamination. Elle comprend aussi une phase de test au cours de laquelle tous les éléments du satellite sont rigoureusement testés pour être sûr qu'il va résister aux vibrations et aux chocs qui sont souvent présents lors du lancement et qu'il va bien fonctionner dans l'espace. On va également avoir la préparation de la fusée ou du lanceur qui va permettre d'envoyer le satellite dans l'espace. Et le satellite va être positionné dans la partie supérieure du lanceur, qui est une sorte de coiffe qui permet de le protéger lors du lancement. Une fois la préparation au sol terminée, nous allons maintenant passer à la phase de lancement. Cette phase commence par l'allumage de moteurs. Il s'agit généralement de moteurs à propulsion chimique qui utilisent des carburants solides ou liquides. Ces moteurs-là vont donc donner assez d'énergie à la fusée pour décoller de manière verticale, malgré toutes les forces que celle-là peut subir de l'atmosphère. Généralement, les fusées sont constituées de plusieurs étages. Et une fois que le premier étage a brûlé tout son carburant, celui-ci peut soit retomber dans l'océan, soit aller atterrir vers une zone désignée. L'entreprise SpaceX est par exemple très spécialisée dans la récupération des premiers étages de leur fusée. Une fois la séparation avec le premier étage effectuée, le reste de la fusée continue son ascension hors de l'atmosphère. Et là, le satellite va alors entamer son entrée en orbite. Pour que le satellite rentre effectivement en orbite, la fusée doit atteindre une vitesse suffisante. Cette vitesse-là dépend de l'altitude de l'orbite. Elle est par exemple de 28 000 km/h pour une orbite basse. Une fois la vitesse et l'altitude appropriées atteintes, la coiffe du lanceur s'ouvre et le satellite est libéré dans l'espace. Cette étape est cruciale car le satellite doit être libéré à la bonne altitude et à la bonne vitesse. Après sa séparation avec le lanceur, le satellite va donc déployer ses panneaux solaires et va ensuite commencer à s'alimenter en électricité. Cela va donc permettre de déployer aussi des systèmes de communication qui sont à l'intérieur du satellite afin d'établir une connexion avec le sol. Plusieurs séries de tests vont être faits, comme la correction de la trajectoire du satellite, son orientation par rapport à la Terre, et divers tests vont être effectués dans le matériel qui a été embarqué dans le satellite. Tout à l'heure, j'ai évoqué la notion d'orbite des satellites et je pense qu'il est important de définir ce que c'est. Il s'agit en réalité de la trajectoire que le satellite va suivre au cours de sa mission lorsqu'il va tourner autour de la Terre. Et elle dépend fortement de l'altitude à laquelle le satellite se trouve, c'est-à-dire la distance du satellite par rapport au sol. On va par exemple distinguer quatre principaux types d'orbites. Parmi ces orbites, on va distinguer l'orbite basse, dont l'altitude se situe entre 200 km et 2000 km. On aura ensuite l'orbite moyenne, dont l'altitude se situe entre 2000 km et 36 000 km, ou un peu moins de 36 000. On va ensuite avoir une orbite géostationnaire, dont l'altitude est à 36 000 km. C'est par exemple à cette orbite-là qu'est positionné les satellites de télécommunication. Nous allons également avoir l'orbite polaire. Cette orbite est caractérisée par le fait que lorsque le satellite va faire le tour de la Terre, il va passer par le pôle Nord et par le pôle Sud. C'est donc une fois ces orbites atteintes que le satellite commence sa mission. Après une série de tests et de calibrations,
Les types de missions que le satellite va effectuer va être d'assurer les télécommunications, faire de la surveillance météo, faire de l'observation de la Terre ou encore de la surveillance militaire. Pendant la durée de vie des satellites, des opérations de maintenance peuvent être nécessaires. Celles-ci vont être faites pour, par exemple, corriger l'orbite du satellite si celui-ci n'est pas dans une bonne position, ou pour le faire éviter des débris spatiaux qui sont souvent des restes d'anciens satellites qui ont été précédemment lancés. À la fin de vie du satellite, celui-ci peut être soit désorbité, si celui-ci se trouve en orbite basse, il va être renvoyé vers l'atmosphère terrestre afin de se désintégrer lors de la rentrée atmosphérique. Ou dans le cas où celui-ci se trouve dans des orbites supérieures, il va juste être mis à la dérive et va se mettre à flotter dans l'espace. Maintenant, nous avons à peu près vu l'ensemble des étapes qui constituent le lancement d'une fusée. Nous allons maintenant voir comment est-ce qu'un pays qui ne possède pas d'infrastructure spatiale peut lancer un satellite dans l'espace. La première chose à faire déjà, c'est le choix du satellite. Un pays comme le Cameroun ne va pas lancer des gros satellites. On va commencer par des petits satellites tels que des CubeSat ou des NanoSat, qui sont parfois des satellites de très petite taille qui font peut-être 1 cm sur 1 cm par 1 cm. Et ces satellites-là permettent d'embarquer des caméras et quelques simples capteurs. Cela va permettre, par exemple, à des ingénieurs de se former dans l'industrie du spatial pour ensuite faire des projets beaucoup plus grands. Pour le lancement de ces satellites-là, des partenariats sont possibles avec des entreprises telles que SpaceX ou Rocket Lab, qui sont en fait dans une sorte de course à la réduction des coûts de lancement. On peut aussi avoir des partenariats avec des pays tels que le Japon, l'Union européenne, la Russie, la Chine, qui aident aussi des pays à lancer des satellites dans l'espace. Le coût de fabrication et de lancement d'un CubeSat qui fait 10 cm de côté est d'environ 150 000 $. Cela correspond à environ 100 millions de francs CFA. C'est vrai que ça reste une somme assez élevée, mais quand un pays a des grandes ambitions, il ne lésine pas sur les moyens. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo qui avait pour but d'expliquer comment est-ce que s'effectue le lancement d'un satellite dans l'espace et comment un pays qui ne possède pas d'infrastructure spatiale peut, grâce à des partenariats, arriver à lancer des satellites dans l'espace pour effectuer des missions telles que l'observation de l'heure du territoire, telles que la collecte de données ou encore faire des prévisions météo. Cela est très important pour des pays car ça peut aider au développement, par exemple, des secteurs tels que l'agriculture, les télécommunications ou même l'éducation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas de liker et de la partager. Vous pouvez également mettre un commentaire si vous avez par exemple des questions. Et je vous dis à très bientôt sur Artificial Brain.